Nous sommes maintenant au temps de la table ronde, l'autonomie et la résilience au cœur de l'action publique. Et donc, s'il vous plaît, j'appelle Béatrice Latouche, Marie-Claude Jarraud, merci madame, Mathieu Anglade, Michel François Delannoy, Pascal Choteau et Stanislas Bourron. Merci beaucoup. Alors, sur cette table ronde, l'autonomie et la résilience au cœur de l'action publique, aujourd'hui, c'est un sujet ô combien important que l'on va aborder avec vous, parce que autonomie et résilience, ce sont des mots qu'on a l'habitude d'entendre dans l'action publique, mais en même temps, ce sont des mots qu'il faut vivre dans toute leur complexité sur les territoires et avec les ressources dont on peut disposer. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir de grandes ressources dont on peut disposer autour de la table et qui nous ont fait l'honneur de venir partager leurs expériences, leurs points de vue. Et sur cette problématique générale, c'est de quelle manière, vous, agence de l'État, vous avez anticipé les besoins de résilience, de quelle manière vous apportez chacun des éléments de réponse à la fois politique, stratégique, opérationnelle. Et puis, bien sûr, tout cela dans la complexité du temps court et du temps long, lorsqu'on est dans la prévention, lorsqu'on est dans la réparation, et puis lorsqu'on est dans la préparation de l'avenir. Comment est-ce que l'on fait pour réussir à concilier ces différentes dimensions, ces mises en mouvement? Et puis, pour introduire ce propos, eh bien, nous avons demandé au PETR Vallée du Loir, à travers Béatrice Latouche, sa présidente, de bien vouloir nous parler justement de cette manière de vivre l'autonomie et la résilience au cœur de l'action publique. Et notamment, pour commencer votre propos, on était convenu de parler de cette articulation entre stratégie et action. Et ce n'est pas facile tous les jours, mais c'est une ambition que vous avez sur votre territoire. Merci de bien vouloir nous partager votre expérience. Merci beaucoup. Oui, alors, la résilience, comment faire aujourd'hui pour anticiper demain, les risques de demain? Comment faire aussi pour, de façon pédagogique, prévenir la population, prévenir nos territoires, avoir une vision stratégique de notre territoire, de ces risques? Un PETR, c'est un... On en a plein dans le public, donc vous le savez bien. Nous sommes missionnés par nos intercommunalités pour réfléchir à demain et puis à mettre en œuvre des politiques stratégiques de résilience, mais pas seulement, qui va concerner l'ensemble du territoire et qui va permettre en tout cas au territoire d'avancer et d'être plus performant peut-être dans les années qui viennent. Alors la résilience, elle passe bien évidemment par des événements qui peuvent survenir sur les territoires et les prévenir ou en tout cas faire en sorte que les choses ne se passent plus comme ça se passait. Alors les PETR aujourd'hui travaillent sur des sujets évidemment importants comme les PCAET, comme l'engagement écologique, environnemental sur nos territoires. Et c'est cet engagement écologique et environnemental qui va nous permettre demain d'anticiper des risques, d'anticiper l'avenir, alors que ce soit des risques majeurs. Moi, le pays Vallée du Loir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme un certain pays tout à l'heure que j'ai entendu en Aveyron, mais nous ne sommes pas tout à fait sur le même lieu en France, mais le pays Vallée du Loir est traversé par le Loir. Et donc, tous nos territoires ont la chance d'être traversés par le Loir, mais ont le risque aussi d'être traversés par le Loir. Nous sommes aussi un territoire de tuffeau et nous avons aussi un sol qui parfois
s'effondrent pour plein de raisons, des carrières de tuffeau, etc. Nous avons aussi des risques de climat. Alors même si nous n'avons pas, nous, les risques, évidemment, nous n'avons pas la mer en Sarthe, donc on n'a pas ces risques-là. On n'a pas la montagne non plus, donc on n'a pas ces risques-là non plus. Mais comment faire aujourd'hui pour que notre territoire envisage demain avec sérénité la notion d'accès à l'eau, d'usage de l'eau. Et donc là, avec les élus, l'idée, c'est de réfléchir à notre plan climat, de l'associer avec nos énergies renouvelables, de l'associer avec nos zones Natura 2000 et nos zones à protéger, et puis de faire en sorte que notre rivière, le Loir, qui est si belle, ne devienne pas difficile pour nos territoires. Voilà. Donc la difficulté par rapport à votre question de définir la stratégie et les moyens, eh bien, on peut prévoir, on peut travailler, on peut être missionné pour ça, mais ça demande n'importe comment des moyens en ingénierie, mais le PETR et les pays sont là pour ça, c'est leur rôle premier, d'être l'ingénierie de territoire, de porter le projet de territoire, et puis d'avoir les moyens aussi, d'avoir des expertises, des soutiens au quotidien qui vont nous aider à diagnostiquer et puis à porter notre stratégie du territoire. Merci beaucoup pour ce début de témoignage. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est que prévenir, la prévention, c'est quelque chose qu'on répète en permanence et en même temps, c'est pas toujours si facile que ça de te faire admettre ces démarches de prévention. Comment est-ce que vous vivez cela sur votre territoire ? La communication, alors la prévention, elle passe déjà par le plus jeune âge, donc ça peut passer aussi par des ateliers auprès des enfants. Tout à l'heure, on parlait des fresques, ça peut être aussi des jeux, ça peut être un moyen, ça peut aussi passer par des actions culturelles en lien avec l'environnement qui peut passer des messages. Et puis, c'est aussi prévenir l'ensemble de nos élus. Et surtout, je crois que la prévention, elle passe par la connaissance et la prise de conscience. Voilà. Donc lorsqu'on a conscience des risques, quand on a conscience de ce qui se passe, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre tous qu'aujourd'hui nous avons quand même des soucis avec notre climat, que nous avons, je plaisantais en disant que nous sur le sud, donc Pays Vallée du Loir, nous avons du Janière, nous avons du Coteau du Loir qui est du vin, qui est fabriqué chez nous, et que le climat aujourd'hui nous pousse à nous demander si on va pas bientôt faire du Bordeaux. Voilà. Parce que le climat change et qu'il va falloir qu'on s'y adapte, et il faut travailler avec l'ensemble de nos professionnels. Alors, évidemment, en ce moment, on parle des agriculteurs, c'est un sujet, mais dans les agriculteurs, on a, chez nous, les arboriculteurs, les viticulteurs. Enfin, comment aujourd'hui on fait avec le climat, comment on fait pour demain, et comment on fait pour sauver notre territoire, c'est-à-dire faire en sorte que l'économie continue, qu'on change peut-être le paradigme, c'est la notion d'arrosage, par exemple. Comment on fait pour arroser en plein été? Est-ce qu'on continue à faire des cultures qui demandent beaucoup d'eau parce qu'à une époque, on était un territoire où il pleuvait beaucoup? C'est plus tout à fait le cas. On a un territoire aussi qui ne baisse pas trop en température, donc on n'a plus non plus de gel, ou alors on a des gels à des moments non adaptés. C'est le cas par exemple pour nos arboriculteurs où en ce moment, on a des fleurs sur nos pommiers et on est début février et que potentiellement, on va devoir encore sans doute mettre des bougies, etc., pour pouvoir empêcher le gel qui va arriver fin février, début mars. Comment on fait aujourd'hui pour sauver notre économie ? Merci beaucoup parce qu'avec tous ces exemples, vous faites une transition parfaite vers la prise de parole de Marie-Claude Jarraud, présidente du CEREMA, avec qui nous avions pensé parler de la résilience protéiforme. Et donc, je vous laisse, sans plus de transition, nous parler du CEREMA à travers sa gouvernance et puis cette résilience protéiforme. Merci madame. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je voudrais déjà remercier l'ANPP, sa présidente, pour cette invitation à ces états généraux des pôles territoriaux des pays. C'est un vrai bonheur pour le CEREMA d'être ici. Alors,
C'est un vrai bonheur parce que le CEREMA, c'est un établissement public national et local qui a changé de gouvernance, avec une gouvernance partagée avec des élus et l'État. Ce matin, beaucoup de mots ont été... Je vais venir à la définition de la résilience, je vous rassure. Hein. Ce matin, beaucoup de choses ont été dites, très engageantes et très réjouissantes, malgré tout ce dont on a parlé. Bonheur local, ça me paraît très important. Projet, autonomie, responsabilité. Et au milieu des deux, je mettrais résilience. Vous avez parlé aussi d'innovation, d'expérimentation, de vision à long terme. Et le ministre, dans son propos à distance, a évoqué la création du récit. Voilà. Tout ça, c'est un peu toute la composition de la résilience et vers quoi nous devons tendre. Et franchement, cette idée de bonheur local, c'est vraiment, Madame la Présidente et votre équipe, une belle initiative. On a bien besoin de parler de bonheur. Et le CEREMA est là pour vous accompagner dans cette quête du bonheur, enfin, bon, dans cette opération pour trouver et faire en sorte que nos populations vivent, que nos concitoyens vivent dans le bonheur local. Voilà, je vais revenir à votre question sur la résilience. Si on veut bien mettre la slide, s'il vous plaît, concernant la boussole de la résilience, puisque le CEREMA, voilà. La boussole, oui, enfin... On la voit beaucoup mieux derrière vous, rassurez-vous. Voilà, on la voit beaucoup mieux, d'accord. Donc, cette boussole, le CEREMA a travaillé sur la boussole de la résilience. D'ailleurs, il y a un fascicule qui sera mis à votre disposition dans les actes, je crois, des États généraux. Cette résilience, c'est la capacité, en écologie, c'est un peu la capacité à se rétablir par rapport à des perturbations extérieures. Et ça, c'est déjà un point déterminant. Il faut donc avoir déjà conscience de ces perturbations extérieures et surtout, je vais aller un peu sur l'autonomie, ne pas rester seul par rapport aux perturbations extérieures. Ça, c'est déterminant. Mais une fois qu'on a dit ça, la prise de conscience, elle est parfois extrêmement complexe. Et le CEREMA a travaillé sur des principes et des leviers, mais aussi sur des qualités pour qu'un territoire soit résilient. On veut bien mettre la deuxième slide, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est l'habitabilité. C'est pas ça non plus. Non, c'était la slide avec les qualités de la résilience, les qualités dont doit faire preuve un territoire pour être résilient, avec des... Je crois qu'on teste à la technique votre capacité à l'improvisation. Bon, d'accord, ok. Alors, je vais les lire parce que c'est important de bien les intégrer. Et ce que je voudrais dire en propos liminaire à ce slide qui devait arriver, c'est que cette résilience, elle s'applique et elle se met en œuvre aussi bien on identifie le problème, on identifie la problématique. Donc, il y a tout ce qui est en amont de l'identification de la problématique, la perception, puis l'identification, puis l'expression de la problématique, puis ensuite la capacité à résorber la problématique, la perturbation qui se pose, qui est extérieure, le changement climatique, mais d'autres, les risques, et puis il y a tout l'aval. Et pour cela, il faut avoir un certain nombre de qualités que je vais vous citer. Je vais citer le CEREMA qui a travaillé beaucoup là-dessus. Il faut être capable d'être apprenant, c'est-à-dire capable d'apprendre des perturbations et de les anticiper pour se renforcer. Première qualité, pas si facile que ça. Il faut capable aussi de penser, d'être intégré,
de travailler ensemble. Et c'est la relation entre autonomie et résilience. Il faut être capable d'être robuste. Robuste. Je crois que c'est la caractéristique des élus d'être robuste. Sinon, on n'est pas élu. Et c'est la caractéristique aussi des établissements publics qui accompagnent les élus pour être robustes avec eux. Flexible aussi, robuste, flexible, s'adapter à des stratégies alternatives, construire des stratégies alternatives. Il faut aussi être autonome dans sa façon de réfléchir, mais savoir aussi travailler en mutualisant nos moyens pour pouvoir résoudre ou trouver des chemins pour être moins perturbés. Il faut aussi être diversifié en étant adaptable, inclusif, tout le monde sait ce que cela veut dire, et redondant. Redondant, c'est-à-dire être capable de faire de nouveau s'adapter à des conditions nouvelles, à des événements externes qui vont arriver. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur la résilience. Merci beaucoup Marie-Claude Jarraud. J'ai l'impression que vous vous êtes tous challengés pour faire les parfaites transitions entre les uns et les autres. Je n'ai pas donné d'exemple, mais vous me redonnerez la parole tout à l'heure. Bien sûr, oui, avec Par grand rapport plaisir. au territoire résilient, nous étions convenus de donner des exemples. Tout à fait. C'est parce que je vous entends parler compétences et du coup, je me dis ANCT. Et du coup, je voulais donner la parole à Stanislas Bourron, donc directeur général de l'ANCT. Je souhaitais que vous puissiez nous parler de votre agence sur les enjeux en fait, d'accompagnement que vous avez sur à la fois la conciliation du temps court et du temps long, bien sûr, mais surtout sur cet enjeu pour une agence de réussir à répondre à l'ensemble de la demande, là on est dans le quantitatif, et en même temps à être dans le qualitatif, dans la proximité pour chacune de ces demandes. Merci beaucoup, bonjour à tous. D'abord, je voudrais adresser mes remerciements à la présidente et toute l'équipe effectivement de l'ANPP de nous avoir permis de venir aujourd'hui. On est des partenaires historiques. Avant même l'ANCT, la DATAR et le CGET étaient des partenaires et travaillaient beaucoup sur les questions de territorialisation de l'action publique et notamment des pays et des PETR aujourd'hui. Vous dire effectivement vos questions sur et la thématique aujourd'hui sur la résilience et on va dire l'action publique et l'action des opérateurs. En deux mots, l'agence tout d'abord et son action. L'agence, elle est récente, effectivement, elle est héritière je disais, d'un certain nombre d'acteurs qui travaillent sur les stratégies territoriales, composée d'un conseil d'administration qui cherche aussi à intégrer beaucoup d'acteurs, d'abord les représentants des associations d'élus dans leur variété, des parlementaires, et puis on est là, les opérateurs qui siègent, les grands opérateurs de l'État, comme on dit, mais j'y reviendrai, qui d'ailleurs ces derniers temps travaillent de plus en plus ensemble, justement pour faire face, chacun dans leurs compétences, sur les questions de transition. C'est aussi une mission, on va dire avec deux pieds, c'est porter des grands programmes nationaux qui sont... certains l'ont été évoqués il y a quelques instants, Territoire Industrie, mais aussi Action Cœur de Ville, mais aussi France Service, je ne les évoquerai pas tous, sur des territoires en gros enjeux. On a parlé d'Avenir Montagne tout à l'heure aussi, que l'on porte, qui sont des territoires de la cohésion des territoires, c'est le nom de notre agence, ruralité, quartier de la politique de la ville, mais aussi centre-ville qui connaissent des difficultés de développement. Tous ces enjeux, réindustrialisation, sont effectivement dans l'ADN de l'agence et nous portons des politiques en ce sens avec différents outils. D'abord un partenariat, c'est la méthode et j'aime pas du tout le terme, mais le bottom-up, c'est-à-dire c'est l'élu qui porte son projet et des acteurs nationaux ou locaux s'organisent pour essayer de l'accompagner pour le portage de son projet. Et on voit que ça marche bien parce que c'est une démarche intégrant la décentralisation et aussi déconcentrée. Déconcentrée pourquoi ? Parce que nous sommes, ancrés sur le réseau territorial départemental de l'État, les préfets sont délégués territoriaux, et tout le travail que nous menons avec les opérateurs ces derniers temps, c'est de savoir comment on met à disposition de la meilleure façon possible des acteurs de proximité, élus et services de l'État au plus près du terrain, des outils pour travailler au mieux sur les enjeux, notamment de transition écologique.
Et on a beaucoup travaillé dans ce partenariat qui nous anime. Vous avez ici la Banque des Territoires, le CEREMA, l'ADEME et nous, mais aussi, je devrais citer d'autres acteurs, l'ANRU, l'ANA, et notamment l'ANA qui intervient sur la totalité des territoires ruraux comme très urbains. On est mobilisé avec un travail fait ces derniers temps et qui a été traduit par des conventions partagées pour mettre en place une offre de services, rendre clair, accessible à tous l'offre de services de ces grands opérateurs en matière d'ingénierie. Et cette offre de services, elle est beaucoup tournée vers les transitions, vers la gestion de la résilience, de l'adaptation. C'est évidemment une demande forte que le ministre nous adresse, les autorités gouvernementales, et le nom de ce ministère, ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, elle est l'expression aussi de cette alliance très forte entre les questions de transition et la nécessité d'intégrer la dimension de cohésion qui ne peut pas se faire l'un sans l'autre. Alors comment nous, à notre niveau, et au-delà du partenariat qu'on essaye de faire vivre et vraiment qui progresse beaucoup, moi je trouve positivement sur ces sujets entre nous tous, on a deux leviers. Les leviers des grands programmes que j'évoquais, qui ont démarré dans un temps qui n'était pas forcément toujours le même, et qui ont été... Alors là aussi, on a verdi nos programmes, comme on dit dans le genre. Mais en fait, c'est intégrer cette dimension de transition. Mais en fait, ça n'a pas été très compliqué parce que la plupart du temps, c'était déjà assez fortement présent dans l'animation, dans le portage local. Quand on parle de la démarche, par exemple, d'Action Cœur de Ville, c'est remettre du commerce au centre-ville, éviter la périurbanisation, l'extension urbaine. On était dans la sobriété foncière. Le sujet était déjà là. Le sujet de comment on essaye de refaire la ville sur la ville. C'est parfaitement vrai aujourd'hui dans la démarche aussi de Village d'avenir, sur la ruralité, cette approche. Sur Avenir Montagne, c'est comment faire face à un changement climatique qui amène un modèle économique qui va être bouleversé pour trouver de nouvelles façons d'avancer. Donc cette dimension était déjà dans nos programmes. Mais néanmoins, on les a renforcées et on porte par exemple, avec le CEREMA, un certain nombre d'actions dans Action Cœur de Ville autour de la mobilité douce, autour de la renaturation, et on apporte aux élus un certain nombre d'offres de services dédiées pour arriver à avancer là-dessus. C'est vrai aussi sur le territoire d'industrie. Ce n'est pas un hasard si c'est 100 millions d'euros de fonds verts qui permettront d'accompagner les projets de territoire d'industrie. Plus globalement aussi, c'est sur les questions, par exemple, de numérique, où nous avons des compétences. Ces sujets prennent une place considérable pour beaucoup. J'entendais les personnes qui faisaient la gestion de données, notamment qui géraient toutes les questions autour de la réglementation sur les données. Le numérique responsable et le numérique durable est devenu un enjeu majeur pour les collectivités. Et nous avons aussi travaillé sur cette question et avons expérimenté beaucoup de choses avec un certain nombre d'acteurs. Donc ça, c'est comme on essaye, nous, de rentrer dans cette logique et apporter des clés et des appuis aux collectivités sur ces programmes. Mais c'est aussi une capacité d'offre de services, et vous évoquiez le micro et le macro. Au-delà de ces capacités d'intervention sur des territoires avec lesquels on travaille, qui couvrent la quasi-totalité de la France dans la réalité, si je rajoute les 1300 QPV, c'est aussi la capacité d'intervenir absolument partout sur ce qu'on appelle le sur-mesure. Le sur-mesure, c'est une difficulté territoriale, et une difficulté pour y apporter une réponse et un besoin d'être accompagné. Et là, on peut, avec tous les grands opérateurs que vous avez là, travailler ensemble pour apporter une réponse, la construire. Et c'est aujourd'hui déjà plus de 1500 collectivités qui ont bénéficié depuis 3 ans et demi de cet accompagnement qui évolue beaucoup dans le temps. C'était beaucoup des diagnostics et du projet de territoire, vision stratégique, notamment dans le cadre de la préparation des CRTE, que nous animons effectivement. Et ça commence à être beaucoup plus aujourd'hui une approche beaucoup plus précise, sur des sujets plus fléchés, avec des interrogations sur le devenir et des enjeux de territoriaux beaucoup plus précis. Donc le temps long et le temps plus court du projet, on est aujourd'hui en mesure d'apporter ce soutien. Évidemment, et je le répète, ce que les PTR apportent, vous l'avez précisé, Madame la Présidente, de l'ingénierie de proximité. Et nous n'intervenons que s'il y a besoin qu'on intervienne. Lorsque l'ingénierie locale est là, effectivement, il faut la mobiliser, l'accompagner et l'aider. On est là pour ça. Et c'est en subsidiarité que l'on viendra si le besoin se fait sentir. Voilà ce que je pouvais dire. En tout cas, rappeler que toute cette démarche, pour nous, on a un levier, notamment avec toute la démarche de planification écologique qui est en cours, les COP, et demain, la mise en œuvre déclinée dans les CRTE, les contrats de réussite et transition écologique relancés en septembre dernier, et que nous animons et qui seront le lieu où ce débat sur ces objets, ces outils de résilience, de transition, d'adaptation sera fait au plus près par les élus locaux, avec les services de l'État en proximité. Et vous pouvez compter évidemment sur l'ensemble des grands opérateurs pleinement mobilisés pour accompagner ces projets qui émergeront du terrain pour faire en sorte qu'ils contribuent justement à la résilience. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Bourron. Je crois qu'effectivement, cette dimension de recourir aux compétences des différentes agences, tous ceux qui sont dans la salle sont au courant de ce que vous pouvez proposer. Ce qui est peut-être moins clair, c'est comment on peut faire appel à l'ensemble des compétences qui sont disponibles dans les agences lorsqu'on est un petit territoire ou un moins petit territoire, et réussir à coordonner l'ensemble. Et c'est vrai que ce que vous nous partagez là est vraiment un enjeu majeur. Et du coup, je me tourne vers Michel-François Delannoy pour là venir vers vous, donc en tant que directeur du département appui au territoire du groupe Caisse des dépôts. Et donc, je voulais venir vers vous avec cette question, c'est: vous avez un projet stratégique qui se termine là sur 2024, donc ça veut dire que vous devez déjà être en train de réfléchir au prochain. Donc on a envie de savoir, si ce n'est le prochain projet stratégique, en tout cas les prémices du bilan de celui qui se termine en 2024. Et puis aussi sur cette position du groupe Caisse des dépôts en matière d'autonomie et de résilience, comment est-ce que ça se traduit en matière d'inspiration des nouveaux modèles socio-économiques, des projets que vous financez? Comment est-ce que ça se traduit dans ces modèles de coopération avec les autres agences? Merci. Et à mon tour, je salue évidemment Madame la Présidente et toute l'équipe de la NPP, puis évidemment tous ceux qui sont à la fois dans la salle et autour de cette table. Alors, la Banque des Territoires, donc de la Caisse des dépôts, d'abord, on est évidemment dans cette démarche partenariale auprès de la NPP depuis très longtemps, comme de pas mal d'autres associations, d'ailleurs, de collectivités et d'élus, parce que c'est notre place, à travers ces partenariats, de capter, d'écouter la manière dont s'expriment les besoins des territoires. Et donc, pour répondre à votre question, c'est aussi de cette manière-là que nous avons élaboré notre nouveau plan stratégique. Je ne vais absolument pas le détailler, mais c'est un plan qui indique comment la Banque des Territoires, dans les 4 ans qui viennent, va mettre l'accent sur un certain nombre de priorités. On a d'abord fait un grand progrès, c'est que nous avions dans le plan stratégique 110 priorités. C'était donc une priorisation toute relative. Nous en avons maintenant 12. 12 priorités qui sont organisées autour de 2 piliers fondamentaux, mais dont on a parlé tout au long de cette journée. C'est à la fois la transformation écologique. On a, dans le vocabulaire, je pense que c'est important, on parle moins de transition aujourd'hui que de volonté d'être aux côtés des acteurs territoriaux dans leur démarche de transformation écologique. Et d'autre part, contribuer évidemment à ce qui est le pendant pour nous de cette démarche qui n'est pas simple du tout, c'est les enjeux de cohésion territoriale et de cohésion sociale. Et donc, nos 12 priorités viennent alimenter, et je ne vais pas les énoncer, je donnerai quelques exemples à la suite simplement. Moi, ce qui me paraît très important de souligner dans nos échanges autour de cette question de l'autonomie. Alors, je me suis posé la question aussi, comme tous ceux qui sont là, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme et pourquoi donc vous avez choisi de nous poser ces questions, de mettre ce sujet au cœur de ces états généraux. Pour moi, l'autonomie est quand même assez proche dans la démarche, en tout cas de la valeur de liberté. Et donc, je pense que dans le travail que nous faisons aujourd'hui, la Banque des Territoires, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'aborde, on pense qu'il faut, devant des questions qui sont quand même, pour certaines d'entre elles, totalement inédites. C'est-à-dire que les élus, les acteurs territoriaux doivent faire face et trouver des réponses, proposer des projets sur des sujets qui ne se sont jamais exprimés de cette manière-là, en tout cas avec cette intensité. Quand on est un élu du littoral et qu'on doit faire face aux conséquences du retrait du trait de côte, oui, il ne peut pas se retourner en disant comment faisait mon prédécesseur il y a 20 ans. Il n'était pas confronté à ce sujet. Si, comme Pierre Leroy le disait tout à l'heure, un élu de la montagne doit faire face à tous ces sujets de fonte glaciaire, de perturbation du cycle de l'eau ou d'effondrement liés à la fonte du permafrost, par exemple, c'est des questions où il ne peut pas se retourner derrière en disant comment faisaient mes prédécesseurs. Ces questions ne se posaient pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui,
pour répondre à la question de l'autonomie, on doit intensifier le ressourcement, donc apporter de la ressource aux acteurs territoriaux, et évidemment au premier rang desquels les élus et leurs équipes techniques, pour les aider à prendre sur ces sujets inédits, dans cette complexité, les meilleures décisions possibles. Et ça, je pense que c'est une manière de répondre à cette question de l'autonomie. En tout cas, moi, je l'ai traduite pour préparer cet échange. C'est vraiment d'apporter cette ressource. Et là, on parle des événements climatiques, mais la question du vieillissement de la population, qui a aussi été évoquée ce matin, c'est une autre révolution dont les effets aussi sont finalement en masse inconnus, en tout cas à l'échelle contemporaine. Et donc là aussi, il faudra adapter, que ce soit les espaces publics, les services, la question de la proximité, évidemment sur les enjeux de santé, et je mets 3 petits points. Donc ça, c'est quand même pour nous une des missions. Nous sommes une banque, c'est-à-dire que nous finançons des projets et que nous sommes attendus évidemment pour financer des projets, mais nous ne sommes pas une banque comme les autres, puisque nous sommes effectivement une banque publique associée donc aux projets publics, que ce soit ceux de l'État ou des collectivités. Et donc on considère qu'on doit renforcer cet accompagnement, cette aide à la décision à travers des moyens volumineux aujourd'hui dédiés à cela. Je vous donne juste un chiffre, le département que j'anime, il y a à peu près 10 ans, donc c'est pas si vieux, il avait à peu près 8 millions d'euros à sa disposition pour faire ce travail d'accompagnement. Aujourd'hui, ce même département, on a par an 110. C'est donc donner la mesure de l'effort qu'a décidé de faire la Caisse des dépôts sur cet aspect-là des choses. Et puis après, et c'est le deuxième aspect de ma réponse et je serai rapide, on sent effectivement qu'il y a des sujets au-devant desquels nous devons aller. Certes, il y a les besoins que nous expriment les territoires, mais nous devons aussi, nous, être en capacité, nous, la Banque des Territoires, mais nous, la Banque des Territoires, avec les autres. Et c'est tout le travail qu'évoquait Stanislas Bourreau à l'instant, mais on peut le dire, la réflexion qu'on a évidemment avec le CEREMA, qu'on a intensifié avec l'ADEME, puisqu'on a même des conventions entre nous. Enfin, l'idée, c'est aussi comment on peut, sur ces sujets massifs qui arrivent, complexes que j'évoquais tout à l'heure, aussi coordonner nos interventions de manière aussi pour que l'élu local, le décideur local, il ait aussi plus de simplicité à se repérer dans le qui fait quoi. Donc nous, les sujets, par exemple, sur lesquels on a décidé d'aller plus loin, plus fort, c'est le sujet de l'eau, par exemple, qui est un sujet sur lequel on met beaucoup de moyens pour accompagner sur le petit cycle aujourd'hui, sur le grand cycle beaucoup plus demain, avec cette question énorme évidemment de la qualité, de la quantité de la ressource en eau demain dans nos territoires, avec tous les sujets de conflits d'usage, donc de méthodes aussi qu'il faudra pouvoir évoquer. Je terminerai par cela, mais c'est le sujet du foncier qui a aussi été évoqué ce matin. Le sol, la terre devient un sujet de plus en plus prégnant, que ce soit sur les sujets de sobriété, les sujets donc de développement ou les sujets dédiés aux enjeux évidemment écologiques au sens large, les enjeux de l'adaptation des territoires aux conséquences du changement climatique, mais aussi, par exemple, tous ces enjeux de redynamisation qu'évoquait Stanislas Bourreau tout à l'heure. La résilience, c'est aussi quand on fait une foncière de redynamisation pour aller capter des actifs qui peuvent retrouver de l'activité, mais à condition qu'ils soient remembrés, réajustés pour pouvoir mieux répondre aux besoins au bon endroit de la population. C'est aussi une manière d'être dans une démarche de résilience et c'est aussi tout ça que nous faisons et que nous finançons à travers nos prêts ou lorsque nous nous positionnons comme investisseurs. Et je voudrais juste terminer en disant que pour moi, il y a aussi des enjeux de méthode, de méthodologie. Demain, les projets que vous ferez et dont nous serons partenaires, on ne pourra pas les conduire comme on conduisait les projets avant. L'exigence de négociation, de comment un projet doit être négocié avec toutes les contradictions, tous les conflits qui peuvent aujourd'hui se présenter dans une démarche de projet, soit on y renonce, soit on les aborde
avec le risque de conflit, on voit ce que ça donne. On le voit dans le pays où naissent des tas de foyers de contestation. Et d'ailleurs, c'est peut-être un bon signe, toutefois aussi sur le plan de la vitalité démocratique, objectivement, sans porter de jugement sur ces contestations en tant que telles. Mais on peut aussi faire le choix d'une méthode auquel on est peu habitué dans notre pays, qui est de travailler dans le développement de projets négociés, de négociations avec les différentes parties prenantes, mais y compris demain, j'en suis absolument convaincu, que les droits de la nature, la question du vivant vont se poser de manière beaucoup plus exigeante que nous l'avons connu dans le passé, dans la manière dont on va concevoir et mettre en œuvre un projet. Voilà, donc je pense que là-dessus, on a aussi besoin, nous, à vos côtés, eh bien, de laisser aussi le champ à des expérimentations, des démarches d'innovation, de recherche et action. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, il faut investir aussi, parce que ce ne sera pas qu'une question de fric, ce ne sera pas qu'une question d'ingénierie et d'accompagnement, ce sera aussi, je crois beaucoup, une question de conduite de projet. Et pour terminer, je pense que les pays, à leur échelle, et construits comme ils le sont, animés comme ils le sont, voilà, dans leurs relations particulières avec les autres collectivités, enfin avec les collectivités et les autres élus, je crois, peuvent jouer un rôle absolument fondamental sur cet aspect-là des choses, la conduite négociée de projets et les recherches en termes de méthode. Merci beaucoup, effectivement, pour ce rappel de la méthode, du comment on y va, de quelle manière nous y allons ensemble, de quelle manière nous en parlons, même si le point de départ n'est pas celui de l'accord. Comment est-ce qu'on arrive à construire ensemble ce demain? Et ça me fait également une très bonne transition vers l'ADEME. Mathieu Anglade, directeur régional Nouvelle-Aquitaine de l'ADEME, puisque effectivement, pour pouvoir dialoguer, il faut être bien informé. Il faut pouvoir se projeter à travers des scénarios. Et on a la chance que vous puissiez nous en parler aujourd'hui, puisque vous êtes quand même une agence historique pour l'accompagnement de la résilience. Et donc, est-ce que vous voulez bien nous parler de quelle manière s'incarne politiquement cette démarche sur les territoires et puis opérationnellement lorsque c'est le cas? On va parler de ça. Bonjour à tous. Madame la Présidente, merci de votre invitation. Alors, vous allez avoir la déception de ne pas avoir notre directeur exécutif des territoires qui est occupé et que je remplace. À la faveur de ce remplacement, j'ai eu de la promotion parce que je suis devenu directeur général, mais je ne suis bien directeur régional de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, c'est la plus grande région de France, donc on peut estimer qu'il faudrait un poste de directeur général. Je lui soumettrai l'idée. Je ne dirais pas que c'est la plus belle parce que je sais qu'il y a beaucoup de pays qui représentent beaucoup de territoires, donc je ne me permettrai pas. Mais je reste un peu chauvin en tout cas. Donc l'ADEME, agence de la transition écologique, a dans son ADN, bien sûr, l'action auprès des territoires, hein, de par sa constitution. Et c'est ça qu'il faut retenir aussi. Tous les opérateurs qui ont parlé sont sur le même modèle, mais c'est quand même important d'avoir en visibilité ceci, c'est-à-dire que vous avez des acteurs de territoire que sont les directions ou les délégations régionales. Malgré nos effectifs qui ne sont pas forcément toujours comme on souhaiterait qu'ils soient, on est en proximité, on est à l'écoute des élus, on est à l'écoute des techniciens, on est à l'écoute aussi des entreprises, hein, qui sont aussi des acteurs majeurs dans ces transitions. Il faut pas l'oublier et je pense que c'est important de travailler collectivement. Donc l'ADEME a la chance d'avoir des services centraux qui sont en dialogue avec les ministères, avec les opérateurs à l'échelle nationale. Et c'est assez intéressant d'avoir cette dualité, cette complémentarité, puisque à travers ces directions centrales où de l'expertise s'exprime, où il y a du challenge par rapport aux politiques publiques qui sont construites à l'échelle nationale, avec cette vision nationale, on peut avoir certains éléments d'enjeu, de vision qui sont composés, qui sont structurés. Et puis, je dirais les capteurs et les acteurs locaux qui, à la fois mettent en œuvre ces politiques publiques, et qui permettent aussi de les challenger, de les tester, et puis de capter les bruits de fond, en fait. Ce que disaient mes prédécesseurs, c'est l'idée justement de capter le besoin, d'identifier les difficultés qu'on peut avoir sur certains programmes, sur certaines opérations. Et l'ADEME, dans sa constitution, voilà, travaille sur ces deux pieds-là. Bien sûr, on a une stratégie à destination des collectivités qui sont aussi des acteurs prioritaires pour nous à travers justement la mise en place de programmes divers et variés sur différents sujets, que ce soit sur des approches relatives à leurs compétences, puisque la transition écologique que l'on porte, elle s'exprime à travers les compétences, mais c'est aussi à travers
des dispositifs d'animation, de concertation, de coopération. Et ça, c'est très important. Et le rôle des pays dans ce cadre-là est significatif parce qu'on voit bien que, et je vais arriver au scénario, hein, mais on voit bien que la question de la coopération territoriale est essentielle pour la transition écologique et pour l'ensemble des transitions de toute manière. Et à travers justement le rôle des pays, le rôle des interactions entre territoires géographiques, d'une même région ou de régions différentes d'ailleurs, ça permet de travailler de manière beaucoup plus ambitieuse. Je voudrais juste rajouter et rebondir sur ce que me disait monsieur le directeur général. C'est ce qui est très important pour les opérateurs que nous sommes, c'est que nous travaillons et nous devons travailler mieux et la résilience s'applique aussi à nos structures. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer sur le fait que nous avons des mécanismes d'intervention qui sont plus ou moins simples, qui sont plus ou moins lisibles. Nous devons travailler aussi sur notre propre résilience pour être mieux au service des territoires et des projets. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, nous avons des moyens considérables. L'État a mis sur la table des moyens considérables, financiers, techniques, d'ingénierie. On les représente aujourd'hui. Ils ne sont peut-être pas accessibles de la meilleure manière que ce soit. Donc je fais une autocritique collective et particulièrement pour l'agence que je connais le mieux, pour l'ADEME. Mais c'est important voilà, qu'on travaille aussi avec cet écosystème, on le disait tout à l'heure, étatique, je dirais, local, qu'on travaille aussi avec des relais que sont les régions, les départements, des relais techniques dans un écosystème en fait, qui facilite l'émergence de projets, parce que ça c'est important aussi, et qu'on facilite la tâche. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, on a besoin d'une action claire, précise, efficace. Donc on y travaille, c'est important. Et juste pour donner une petite illustration, en Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est la région que je connais le mieux, aujourd'hui, près d'un tiers de notre budget d'engagement est mobilisé auprès des collectivités. Et je citerai deux exemples pour démontrer la capacité des opérateurs et de l'État en général d'accompagner les territoires. On a développé, pour accompagner les CRTE, des contrats d'objectifs territoriaux qui assemblent des problématiques que sont l'économie circulaire et l'énergie, puisque cette démarche intégrée par rapport à l'approche systémique que présentait Madame la Présidente tout à l'heure, c'est significatif pour les territoires. On ne peut pas aujourd'hui juste faire un silo énergie, faire un silo mobilité, faire un silo économie circulaire. Donc ça, c'est déterminant, et vous le verrez dans le cadre des scénarios. Donc ça, c'est important. Les côtes, aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, ça représente près de 50% de la population. Donc aujourd'hui, 50% de la population de Nouvelle-Aquitaine est rattachée à un territoire qui a une vision, qui a une ambition et qui peut progresser à travers ces contrats d'objectifs territoriaux. Donc les CRTE, on les arme aussi avec les autres opérateurs sur des dispositifs politiques, techniques qui permettent aux élus d'avancer et de progresser. Deuxième exemple, aujourd'hui, chaque collectivité en Nouvelle-Aquitaine est susceptible de décarboner son patrimoine et la production énergétique de son patrimoine. On a des contrats de chaleur renouvelable qui sont déployés sur l'ensemble du territoire. Donc vous voyez, le territoire de Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même 12 départements, 6 millions d'habitants. C'est considérable, ça va 700 km du nord au sud, donc c'est énorme. Et pour autant, chaque collectivité aujourd'hui qui veut changer la chaudière de son gymnase, de sa salle des fêtes, de sa mairie, passer du fioul au gaz à biomasse ou au solaire, peut le faire aujourd'hui parce qu'un opérateur de l'État, mais qui porte des politiques publiques de cet ordre-là, peut décarboner, peut passer à l'action et est soutenu avec des relais que sont les conseils départementaux, les syndicats d'énergie. Donc c'est ça aussi qui est très important, c'est notre capacité à travailler collectivement au service du projet, au service des territoires. Voilà pour la présentation générale. J'en viens juste pour un deux mots sur les scénarios et je reprendrai le terme de Madame la Présidente. Si vous pouvez mettre la slide. L'ADEME, à l'occasion des élections présidentielle avait lancé un débat autour des scénarios et de la perspective de la neutralité carbone 2050. Donc elle a bâti 4 scénarios en concertation avec pas mal d'opérateurs nationaux, RTE et les ministères. Et donc ces scénarios-là étaient là pour mettre au débat en fait la capacité du pays à se projeter sur une neutralité carbone en 2050. Jusqu'à même pour rappel, 2050 c'est dans moins de 10 000 jours. Donc c'est demain en 2050. Alors à la faveur de la planification écologique dont on a parlé, il y a une étape intermédiaire en 2030 qui est très ambitieuse, moins 140 millions de tonnes de CO2. Mais on a bâti 4 scénarios. En deux mots, je ne vais pas les décrire, mais vous dire que, pour caricaturer un petit peu, vous avez le scénario Greta Thunberg à gauche et vous avez le scénario Elon Musk à droite. Voilà. Alors, ce qui veut dire que les défis relatifs à ces scénarios, ils sont, d'une part, avoir une évolution rapide de nos modes de vie d'ampleur, avec des choix ou des choix qui sont imposés, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est plutôt avoir une évolution concertée et rapide quand même sur nos modes de vie. Et donc là, le rôle des pays, notamment le rôle des territoires, de projets, est significatif, le travail sur la concertation. Le troisième scénario, c'est
travailler sur une ligne de crête à la décarbonation et changer, modifier à la marge nos modes de vie. Et le dernier, c'est conserver nos modes de vie et puis avoir un espoir que les technologies nous sauvent. Donc ces 4 scénarios, ils ont été bâtis pour démontrer que le pays pouvait atteindre une neutralité carbone en 2050 avec quelques éléments clés. Il faut de la sobriété, il faut des énergies renouvelables massivement, il faut que la nature et le vivant jouent un rôle massif et ensuite, il faut surtout qu'il y ait une concertation, une coopération entre les acteurs, que ce soit collectivités, citoyens, entreprises. Donc on peut y arriver. C'est un message d'optimisme. Et l'optimisme, c'est aussi, ça nous sert aussi à avancer vers le bonheur. Mais en tout cas, c'est possible. Il faut prendre des décisions rapidement. Bien sûr, plus on attend, plus les décisions sont difficiles à prendre. Mais en tout cas, la démonstration de ces scénarios, c'est que dans une approche systémique, il y a des leviers pour pouvoir atteindre cette neutralité. Voilà. L'ADEME n'a pas fait le choix d'un scénario. Avec sa neutralité, je dirais, d'agence de l'État, elle n'a pas pu se permettre. Mais sachez qu'aujourd'hui, on travaille avec des territoires, notamment la Nouvelle-Aquitaine, 7 territoires qui se sont engagés dans la réflexion sur la prospective sur la base de scénarios, et elle interroge ces politiques publiques. Donc ça va de Bordeaux Métropole à la communauté de communes de l'île d'Oléron qui travaille sur ces récits prospectifs. Parce qu'en fait, ce qui nous permettra aussi d'embarquer, d'engager, c'est que les territoires puissent construire des récits qui leur appartiennent et qui leur permettent de se projeter sur des choses positives relatives à la transition énergétique et pas juste des contraintes, juste des blocages, juste des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà. Donc c'est aussi l'intérêt de ces scénarios et aujourd'hui, nous, on les applique à travers les territoires. La Rochelle, ville dans laquelle on est aujourd'hui, est aussi une ville de récit par rapport à cette neutralité carbone. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps effectivement de nous rappeler que ces scénarios existent et qu'on a le choix de pouvoir aller vers l'un ou l'autre de ces scénarios. Et puis ça nous rappelle aussi l'approche systémique qui est nécessaire. Et ça me permet de revenir vers vous sur l'exemple que je ne vous ai pas laissé le temps de donner tout à l'heure, madame, mais qui nous permettra de faire la transition avec le fait de donner la parole à la salle. Si vous voulez bien nous donner un exemple. Et puis ensuite, nous partagerons la parole. Merci. Alors, les exemples que je voulais vous donner en fait 2 exemples. Je vais commencer par le second, que j'avais prévu de mettre en second. L'exemple du pays de Rennes, où le CEREMA a accompagné la résilience pour le SCOT. Alors, accompagner la résilience pour la réécriture du SCOT, ça veut dire sensibiliser les élus qui ont dit comment ils voyaient par rapport aux risques, par rapport au changement climatique, l'écriture de leur SCOT. Et ce qui fait que nous avons pu embarquer les élus dans cette écriture, et ça a permis une certaine acceptabilité et aussi une innovation par rapport à l'écriture du SCOT. C'était le second exemple que je voulais vous donner. Et le premier, plus simple, mais tout aussi important, c'est sur le PETR de Vervins, dans le département dans l'Allier, je crois. Accompagnement à la prise de compétences en mobilité. Accompagnement à la prise de compétences en mobilité. Pourquoi je souhaitais parler de cela ? Parce que la mobilité, maintenant, ce n'est plus des moments de mobilité, mais c'est un schéma directeur global pour la mobilité, et ça demande aussi de la résilience par rapport aux perturbations qui sont repérées en termes de mobilité, et ça demande un accompagnement de l'amont, du pendant et pour l'aval. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir partagé ces deux exemples. Je vois un doigt se lever, je ne peux l'ignorer, je vous en prie. 2 minutes maximum qu'on ait le temps de donner très la parole. rapide. En fait, je vous ai entendu et je dirais que peut-être, je dirais que la meilleure autonomie et la meilleure résilience pour nous, les territoires, c'est de pouvoir définir nos actions pour l'avenir et ensuite de pouvoir vous appeler pour nous aider, mais pas l'inverse. Et quand je regarde en effet les schémas qui sont là, l'objectif pour nous, les territoires, c'est de ne
c'est de ne pas avoir un organisme qui vient nous imposer notre politique publique sur nos territoires. Je pense en particulier, par exemple, au schéma des énergies renouvelables, etc. Je pense que les territoires doivent prendre leur avenir en main, doivent prendre cette résilience en se disant qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire, quelles sont nos spécificités, comment on met en place des actions, et ensuite on vient vous voir, en effet, en vous disant, ben voilà, notre projet, il est là, comment on avance. Parce que si on laisse le temps passer, je suis d'accord avec vous, à un moment donné, ça nous sera imposé. Et quand on a une politique imposée ou une aide imposée sur un territoire, ça ne fonctionne pas en effet, puisque voilà, le territoire ne l'accepte pas forcément. Et on voit bien aujourd'hui, avec cette notion-là de loi à pair, c'est quand même compliqué. Voilà. Comment faire accepter au territoire une énergie renouvelable à 100%, etc. Il faut que nous, les territoires, on puisse travailler. Et puis ensuite, on doit être accompagnés par vous, par l'État, etc. Mais n'oublions pas notre rôle à nous, qui est de prévoir, décider et programmer. Merci beaucoup. C'était important, effectivement, de préciser ce point. Et à ce moment où les agences sont en train de préparer leur transformation, de vivre cette transformation et cette résilience, cette proposition de coopération. Mesdames et messieurs de la salle, quelles sont vos questions à nos invités? Je vois déjà une main se lever ici. Vous avez besoin d'un micro. Alors, n'hésitez pas sur le chemin de ce jeune homme, si vous avez des questions à poser, lui évitant les allers-retours. N'hésitez pas à profiter de son passage. Bonjour, Dany Grotto, je travaille pour un cabinet de conseil qui s'appelle Ocalia. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. À Ocalia, on est en train d'effectuer une recherche-action sur l'innovation territoriale. Et on a engagé cette recherche l'année dernière par un premier début de recherche sur les déterminants de l'innovation territoriale. Et il y a deux choses qui nous ont marqués dans ce qu'on a dans ce qu'on a trouvé. Alors les déterminants, c'est les freins et les leviers qui permettent ou pas l'innovation territoriale. Les deux éléments les plus marquants de cette recherche, c'est en termes de levier, c'est la capacité en fait des collectivités, des territoires à s'appuyer sur leurs acteurs. Et quand je parle de leurs acteurs, c'est les acteurs associatifs, c'est les entreprises, et c'est les habitants. Voilà. Et donc, c'est une première question, parce que je n'entends pas beaucoup ce mot habitant dans les discours que vous partagez avec nous. Le deuxième point aussi qui nous a beaucoup marqué dans cette recherche, et ça va être une surprise pour personne, c'est la question de la commande publique et des programmes nationaux que vous avez évoqués, et sur le fait que finalement ces programmes permettent peu l'expérimentation, parce que la commande publique telle qu'elle est structurée aujourd'hui permet peu d'innover, permet peu de faire des essais-erreurs, parce qu'on est sur des démarches projets qui visent à atteindre des résultats et qui permettent peu d'aller chercher des choses et sans savoir où est-ce qu'on va. Et du coup de miser plutôt sur le process que sur le résultat. Et du coup c'est quelque chose que j'aurais aimé vous demander. Comment est-ce que vous, on parle beaucoup d'expérimentation, mais est-ce qu'on peut faire de l'expérimentation aujourd'hui en France? Voilà, c'est une question moi que je me pose, en tout cas dans le cadre de cette recherche qu'on fait à Ocalia. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Par ici, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Charbonnet Sig, président fondateur du Rameau. J'ai une question parce que pour moi, on parle d'ingénierie depuis ce matin, mais il me semble qu'il y a deux natures d'ingénierie complémentaires. Il y a celle finalement qui est le dernier kilomètre des solutions, celle dont on vient de parler, et puis il y a celle qui incarne pour moi ce que l'ANPP Territoire de Projet porte, c'est-à-dire le premier kilomètre des besoins. Est-ce qu'on peut évoquer, et ça va tout à fait dans la question de l'innovation territoriale, est-ce qu'on peut évoquer cette articulation entre ces deux formes d'ingénierie radicalement différentes, puisque l'une est nécessairement verticale et l'autre est nécessairement horizontale? Merci. Ça nous fait deux belles questions complémentaires. Oui, tout à fait. Sans vouloir prendre nécessairement le point, sur peut-être déjà le sujet sur l'innovation territoriale et le fait qu'il faut laisser le process local éventuellement trouver des solutions locales.
Moi, j'ai le sentiment que ce qu'on a dit là n'était pas contradictoire avec ce que vous avez dit. Justement, est-ce que vous avez dit, Madame la Présidente, c'était la réconciliation du débat? C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais il me semble que dans les échanges qu'on a constamment tous ensemble aux opérateurs, on est là pour mettre à disposition des outils qui permettent au territoire d'avancer. Et c'est exactement ça. Mais si l'initiative ne vient pas du territoire et des élus qui travaillent avec les habitants, comme ça on fait le lien, mais les élus sont élus par des habitants, des citoyens, donc qui sont leur représentation et qui portent leurs projets, évidemment, dans des logiques de concertation locale qui, comme tu le disais, Michel-François, tout à l'heure, sont fondamentales aujourd'hui pour l'acceptabilité des projets. Mais c'est là que ça se passe, l'innovation. C'est pas nous, à Paris, qui avons une idée, tiens, on va faire l'innovation. Par contre, les expérimentations locales, qui peuvent tout à fait trouver leur place dans les grands programmes que l'on porte, elles ne sont pas du tout contradictoires. Au contraire, moi, le sentiment que j'ai à l'agence, c'est que on a 1600 communes PVD, il y a 1600 projets différents. Je dirais, demain, on aura 2500 villages d'avenir, il y a 2500 projets différents. Alors, il y a des thématiques, évidemment, qui reviennent, mais il y a des configurations qui sont à chaque fois différentes. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est vraiment le local à la main pour pouvoir arriver à avancer. Et là où on apporte le plus, c'est que on sait très bien quand on touche à certains sujets complexes, ça c'est le sujet de l'ingénierie que vous évoquiez, monsieur, tout de suite ensuite, c'est qu'on a, en fait, à un moment, on va buter peut-être sur des sujets d'un certain niveau de technicité, d'une certaine complexité, que l'écosystème local n'est pas en mesure de régler. Parfois oui, parfois non, et parce que ça devient trop compliqué. Et c'est là où nous, opérateurs, agences, on peut intervenir de façon pertinente, c'est-à-dire qu'on prend le relais. On ne vient pas à la place, on prend la suite, on accompagne. Et c'est là où, en fait, on va accompagner le projet dès qu'il a été conçu localement et on lui permet d'aboutir. Et c'est cette approche complètement. Et pour le rendre le plus lisible, on a fait un travail, je l'ai indiqué de façon sommaire tout à l'heure, mais de recensement exhaustif de la totalité de l'ingénierie de tous les grands opérateurs, aujourd'hui à mes dispositions de tous les services de l'État dans les départements, par thématique et par type d'ingénierie. Elle est verticale, horizontale, je ne saurais la qualifier, mais en tout cas, elle est devenue accessible. Et donc, c'est cette capacité ensuite, les élus ayant avancé sur leur projet, disant « j'ai besoin d'un accompagnement sur telle ou telle thématique par rapport à mon projet », je peux taper à la porte, je connais l'opérateur, je vais vers lui, je ne connais pas l'opérateur, le préfet, les services de l'État dans le département, aujourd'hui c'était dit par les ministres, point d'entrée, il s'adresse là, charge à l'État ensuite de gérer la complexité et de la gérer ça avec les acteurs que nous sommes, et nous sommes à disposition ensuite des services de l'État. Voilà, donc je pense que c'est comme ça aussi qu'on réconcilie l'action horizontale, j'allais dire, de l'émergence de projets, avec la capacité à les capter, la compétence supplémentaire et nécessaire que nous, on peut apporter évidemment avec les moyens dont on dispose. Merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse. Puis on va entendre Béatrice. Oui. Juste deux petites réponses. La première, un pays, un PETR, est formé d'élus et puis d'un conseil de développement, des conseils de développement qui représentent les habitants. Et donc, nous travaillons ensemble. Et puis ensuite, le premier kilomètre, en général, les projets du premier kilomètre sont définis par les besoins des habitants. Voilà, donc c'est juste pour revenir, parce que voilà, la question que l'habitant n'est pas au cœur de notre discussion, elle est au cœur du pays, elle est au cœur de nos PETR et elle est au cœur de nos politiques publiques. Donc, je ne peux pas laisser dire qu'on ne parle pas d'habitants. Et puis, pour le premier kilomètre et le dernier kilomètre, bah, écoutez, je vous dirais qu'avec la NPP et avec notre présidente, on parle beaucoup de ce sujet. C'est pour ça que je suis intervenue tout à l'heure, parce qu'en effet, là, on est sur le dernier kilomètre. Et sur le premier kilomètre, qui doit être un premier kilomètre agile et qui permet l'expérimentation, eh bien, c'est vrai qu'on essaye de se battre sur le 1% ingénierie, où en fait, on n'est pas dans une réponse à un appel à projet, mais plutôt sur des projets que nous portons et un soutien financier d'ingénierie, etc. Et ça, c'est un combat que nous menons avec la NPP et je suis persuadée qu'on va le gagner à un moment donné, n'est-ce pas, Josiane ? Oui, je crois que c'était vraiment la question. Je crois que c'était vraiment la question qui était posée, c'est-à-dire qu'au-delà de ces lignes qui sont définies, c'est entre la recherche et l'expérimentation, en fait, ce moment où on est en train de travailler ensemble, avant même de vous demander sur quelle ligne on va vous interpeller, eh bien cet espace-là, aujourd'hui, eh bien, il est interpellé autour de la table. Et je vous donne la parole, bien sûr. Merci.
Sur la première remarque de M. Toulaou, donc sur l'expérimentation et l'idée, par exemple, que dans les programmes, ça ne trouverait pas sa place. Donc, bon, les programmes, ils sont pilotés, ils sont décidés par le gouvernement et pilotés par l'agence. Nous, d'ailleurs, ça me permet de dire que nous ne sommes pas la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, une agence de l'État, hein, ni un opérateur à proprement parler. Nous, l'argent qu'on manipule, c'est l'argent des épargnants français. Hein, c'est pas l'argent de l'État. Et je pourrais même dire que de temps en temps, quand les résultats de la Caisse des dépôts sont bons, c'est la Caisse des dépôts qui apporte une petite contribution au budget de l'État. Bon, c'était un clin d'œil. Mais ceci étant dit, donc ça me permet aussi d'avoir une parole complètement libre par rapport aussi à tout ça. Et moi, je peux vraiment témoigner, pour avoir vécu vraiment l'invention d'Action Cœur de Ville, et même un petit peu avant, et puis tout ce dispositif, et puis les suivants. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est que dans ce programme Action Cœur de Ville, par exemple, il y avait une place, je pense, que jamais ces villes n'avaient eu pour développer des démarches d'innovation. Moi, je peux vous dire qu'on a mis 100 millions sur le premier programme Action Cœur de Ville. Notre ambition, on n'a pas tout à fait réussi, mais c'était que la moitié de ces 100, donc 50, soit dédiée à des démarches d'innovation et d'expérimentation. Alors attention, parce qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'est innovation et expérimentation ? On peut y mettre plein de choses et finalement, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais ça peut aussi être peut-être un peu n'importe quoi. Donc on avait bâti un référentiel en disant, voilà, si on fait une expérimentation, il faut d'abord qu'on sache qu'est-ce qu'on expérimente et donc qu'est-ce qu'on va ensuite déduire de cette expérimentation pour les autres. Enfin, donc il y a des enseignements qui puissent être partagés, etc. Et on l'a fait, que ce soit sur des sujets dans le domaine de la data, dans le domaine du numérique pur, j'allais dire, dans la démarche du numérique au sens large, que ce soit sur des sujets de mobilité. Je pourrais vous prendre l'exemple d'une ville d'une agglo en Normandie où on a expérimenté la manière dont on allait sur le bus qui dessert ces territoires, permettre le dépôt de vélos pour améliorer la coordination entre le bus et le vélo. Enfin, on a mené comme ça des tas d'expériences, d'expérimentation, d'innovation, et y compris sur les sujets financiers, parce que c'est aussi sur ces terrains-là que parfois il faut qu'on se pose la question de la possibilité de développer telle ou telle solution. Je prends un exemple, donc là c'est dans PVD, on a proposé d'expérimenter ce qu'on appelle des micro-foncières, donc pour justement à l'échelle de ces petites villes développer des micro-foncières. Bon, voilà, aujourd'hui, par exemple, cette expérimentation n'est pas très concluante, mais c'est une information qu'elle ne le soit pas pour le reste de nos démarches. Donc, moi, je suis un petit peu surpris quand j'entends que dans ces programmes, il n'y aurait finalement que des projets un à un qu'on aurait pu accompagner, parce que moi, mon sentiment, c'est qu'il y a eu là, au contraire, la possibilité d'accompagner des démarches d'innovation ou d'expérimentation, encore une fois, étant entendu qu'il faut aussi qu'on soit rigoureux sur ce qu'on entend par l'une ou l'autre. Et je termine en disant que les innovations, il faut aussi qu'on se les applique à nous-mêmes. Nous, par exemple, il y a des questions de doctrine, on va dire. Qu'est-ce qu'on finance pas ? Quand on est investisseur, est-ce qu'on a un niveau de commercialisation à tel niveau avant de prendre une décision ? Enfin bref, nous aussi, on doit faire bouger des lignes. Voilà. Et ces programmes ont été l'occasion de venir vraiment faire bouger des lignes et donc aussi d'innover dans notre manière à nous, Banque des Territoires, d'adresser des projets. Voilà. Alors, c'est sans doute pas parfait, puisque vous avez posé cette question, c'est que donc il y a quelque chose que vous n'avez pas rencontré, mais moi je pense que c'est quand même des espaces et le temps qu'on s'est donné, avec ces programmes sur un temps significatif, nous permettant de développer enfin ce type de démarche pour des territoires, les villes moyennes, les petites villes, aujourd'hui les villages même, auxquels on n'avait jamais donné les moyens de développer ce type de démarche. Merci beaucoup.